Mais il y a plusieurs choses sur Onfray, et en fait je pense qu'on n'arrive pas à s'en dépaître parce qu'il pose un vrai problème. À mon avis, il y a un cas Onfray, comme Nietzsche disait, il y a un cas Wagner, c'est-à-dire un cas au sens où c'est quelque chose, en l'occurrence c'est quelqu'un qui nous fascine et qui nous dégoûte, qui nous donne envie d'adhérer, sur plusieurs raisons, et en même temps auquel on refuse d'adhérer parce qu'en effet, on s'en rend compte tout de suite, c'est quelqu'un qui a une philosophie absolument nulle, indigente, et qui dit tout et le contraire. Donc il y a quelque chose qu'on ne peut pas, qu'on voudrait évidemment rejeter, mais dont souvent on finit par se servir. En fait, il y a chez Onfray quelque chose qui est vraiment très fascinant, c'est que c'est un simulacre, c'est un sorcier, d'ailleurs, comme vous dites, Rémi Lélian, donc qui utilise vraiment toutes les illusions pour faire croire à tout le monde que tout le monde a raison. Il y a un côté politiquement correct pour tous, en fait. Et c'est ça qui est intéressant et qui dépasse, qui dépasse la pensée. Mais justement, il n'y a pas de pensée Onfray. En revanche, il y a des opinions. Et on peut dire à la lettre que c'est une non-pensée qui sert parfois certaines de nos opinions. Une non-philosophie qui, malgré tout, étaye nos idéologies. Une pensée de catalogue, comme dit encore Lélian, qui va nourrir certains de nos monologues. Ce que je veux dire par là, c'est que on a tous été à un moment donné, et notamment sur les réseaux sociaux, et c'est pas parce que je sévis sur les réseaux sociaux que j'en parle, mais c'est vrai que tout le monde dit en gros que c'est un peu comme la fameuse pub infâme d'il y a quelques années, je n'aime pas la musique classique, mais ça j'aime. Combien de fois ai-je entendu ou lu sous la plume ou le clavier de gens qui détestaient Onfray, qui le vomissaient à juste titre, tout en disant ah non mais là quand même il a raison. Par exemple sur les LGBT, parce que Onfray est contre la philosophie queer, il a raison. Et donc, on diffuse le lien. Sans faire aucune polémique, récemment, il a fait une vidéo sur Emmanuel Macron, parce qu'il est contre Emmanuel Macron, et donc tout le monde a diffusé ce lien. Et c'est là où il y a quelques-uns autour de cette table. Non, mais même sur le plan plus grand. À ne pas l'avoir fait. Non, mais bien entendu. Mais moi non plus, d'ailleurs. Ah bon, vous nous rassurez. Non, mais même sur un plan plus grand, même sur le plan de la pensée, il y a des tas de gens qui sont anti-freudiens, qui sont par exemple anti-sadiens, et qui à ce moment-là trouvent chez Onfray de quoi nourrir leurs objections anti-freudiennes et anti-sadiennes. Et c'est là où il y a quelque chose qui est effectivement diabolique, c'est-à-dire que on conspue, on nullifie sa philosophie, et souvent pour finalement se servir de ses opinions qui sont parfois un peu les nôtres. Et donc il y a quelque chose de effectivement oui de profondément sophistique au pire sens du terme. C'est un Ouroboros médiatique, Onfray. Il est partout. Et on ne peut pas... Ouroboros médiatique, si avec ça, nous n'avons pas réussi à éclairer totalement les auditeurs de Radio Courtoisie. Un serpent qui se mord la queue, mais un serpent, effectivement, qui fait croire qui donne à chacun, effectivement, son venin. Et le mot le plus important, plus que la raison du vide, enfin, c'est ce que Rémi Lélian, d'ailleurs, insiste beaucoup, d'ailleurs, vous l'avez tout à l'heure cité, c'est qu'en fait, il est dans la circularité. Le vide est circulaire. C'est pas simplement un vide qui ne bouge pas, qui ne ferait de mal à personne. C'est un vide en mouvement, c'est un vide circulaire, et qui fait que Onfray joue sur tous les tableaux. Il joue sur le tableau du bon sens, mais aussi de l'érudition, du cynisme et aussi du populisme. Le peuple, il n'a que ce mot-là à la bouche, comme d'ailleurs tout le monde. Et là, je cite une phrase que j'aime beaucoup de Lélian dans La raison du vide, c'est pas 55, c'est que il répond qu'a fait du commerce quand on lui parle philosophie, et il répond philosophie quand on lui parle qu'a fait du commerce. Et il est complètement comme ça, Onfray. C'est-à-dire qu'il joue en effet sur le fait de caresser le sens de poil de tout le monde, ce qui en fait, alors non seulement, enfin le contraire d'un philosophe, parce qu'un philosophe c'est quelqu'un qui questionne, qui angoisse, qui même désespère un peu. Onfray apporte de l'eau à tous les moulins, et c'est en ce sens qu'il est un gourou, et c'est en ce sens que la meilleure chose qui lui soit arrivée à mon avis, et qui était sans doute la plus grande critique que nous ici on ne pourra pas faire, c'est qu'il y a quelques années il a été récupéré par Raël, le fameux le chef d'une secte qui considérait que finalement la philosophie de Michel Onfray c'était tout à fait la sienne, et qu'avec lui on allait s'envoler dans une soucoupe volante, vivre 2000 ans d'hédonisme. Et ben voilà, Onfray c'est un raélien, c'est quelque chose qui lui colle à la peau, et je crois que c'est assez vrai, voilà. Comment expliquez-vous d'abord que des fausses idées puissent s'ancrer à ce point, et pourquoi
davantage de personnes ne deviennent pas adultes, ne font pas le même travail que vous? Je vais faire comme Eric, je vais remonter à Philippe Lebel, en disant que l'explication est dans la centralisation parisienne. Ah, ça y est. Ah, ça y est. C'est notre instant Girondin. Ah, mais ne vous laissez pas. Paris Première vous présente l'instant Girondin. Je pense qu'effectivement... Il me provoque exprès. Non, pas du tout, mais il y a une vraie concentration. Pour reparler de cette accumulation d'ignorance, vous dites que Onfray nomme Miltiade le sophiste, dont nous apprenons l'existence, nous qui ne sommes pas familiers des 5 premiers siècles, un auteur du 2e siècle qui n'a pas pu lire puisque ses œuvres n'ont pas été conservées. Donc c'est formidable. Donc il réussit dans ses accumulations érudites à suggérer l'idée d'un savoir qui en fait est un simulacre. C'est une espèce de génie baroque. On a droit à la carapace, on a droit à la tenture peinte, et qui en fait n'est absolument pas le château magnifique, qui est juste justement une tenture derrière laquelle poussière et rat. D'après l'historien Eusèbe de Césarée, né au début des années 260, mort en 339 ou 340, cet apologiste, donc Miltiade le sophiste, aurait composé un ouvrage en 2 livres intitulé en grec Pros Iudaeus. Rien ne dit que cet écrit ait été antisémite ni même anti-juif, puisque ce titre peut se traduire aux juifs ou contre les juifs. Nous ne savons rien de l'agressivité ou de la sérénité de cette œuvre. Il en va de même pour Apollinaire d'Hiérapolis, que nous connaissons tous ici, cité juste après, page 92. Lui aussi nous est connu grâce à Eusèbe. Lui aussi écrivit 2 livres Pros Iudaeus, également perdus. Comment spéculer sur ce vide ? Et justement, le talent d'Onfray, c'est de nous croire qu'il y a un savoir qui en fait est un creux, et de spéculer sur ce vide. Il y a à un moment donné, vous définissez, Rémi Lévian, dans votre livre, la méthode Onfray. La thèse d'Onfray repose sur un point qu'il ne fonde pas autrement que dans l'amalgame et l'imprécision, mais qu'il défend puissamment et avec efficacité. Est-ce que c'est véritablement la méthode Onfray ? Il affirme beaucoup, et après, là, on est vraiment dans les techniques de communication, c'est-à-dire qu'il a une présence. C'est-à-dire que quand vous le voyez sur un plateau de télé, quand vous le voyez s'adresser à quelqu'un, déjà, il a l'air honnête. Il a l'air satisfait de lui-même, surtout, personnellement. Oui, c'est vrai qu'il a l'air... Ce qui est un travers qui n'est absolument pas le nôtre autour de la table. Il a l'air très satisfait de lui-même, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il ne rigole jamais. Il rigole pas, c'est-à-dire qu'il est là et on a vraiment l'impression, ce type est sur les plateaux de télé, devant sa caméra, parce que maintenant il a une web TV, à peu près 2 à 3 fois par semaine, et on a toujours l'impression qu'il est là parce qu'on l'y a poussé. C'est-à-dire qu'on lui a dit, voilà, ce serait vraiment bien si tu venais. Et il a dit, bon, ok, je le viens, mais c'est la dernière fois. Il a la tête du pénible devoir du constipé. Là, et c'est vraiment, je le fais parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, et après tout, etc., etc. Et du coup, quand vous avez quelqu'un qui a cette attitude-là, enfin, je suis professeur, on sait que en tant qu'enseignant, ce qui compte à l'heure actuelle, c'est pas la discipline qu'on enseigne. On leur raconte n'importe quoi aux élèves. C'est d'avoir l'air d'enseigner quelque chose. C'est ça, 90%. Du travail. Après, si dans les 10% vous arrivez vraiment à leur enseigner quelque chose, ça c'est miracle. Onfray, il a enseigné pendant très longtemps, il a parfaitement intégré ça. Il a l'air de quelqu'un de sérieux. À partir du moment où il a l'air de quelqu'un de sérieux, il a 2-3 éléments rhétoriques. Effectivement, on l'a dit, c'est-à-dire, est-ce que vous avez lu mes livres ? D'affirmer très fort, je n'ai jamais dit ça, j'ai même dit l'inverse. Ce qui est souvent vrai en plus. Mais oui, mais en plus, ce qui est vrai, c'est qu'il a dit ça et l'inverse. Et il a dit l'inverse. Et il l'a dit avec la même force. Et donc, du coup, tout le monde est déstabilisé en face. Et enfin, il y a un moment donné où, dans sa logorée, vous allez trouver quelque chose qui vous plaît. Donc, vous êtes... qui est presque un soulagement, en fait. On est rassuré, parce qu'on écoute quelqu'un, on se dit, mon Dieu, c'est n'importe quoi, et brusquement, il y a une phrase qui paraît être une espèce de fétu auquel on peut s'accrocher. Et là, brusquement, il y a une espèce de soulagement intense. Onfray a dit un truc qui est à peu près potable, et donc du coup, je me rassure, je ne viens pas perdre 20 minutes à écouter un type en train de délirer sur l'hédonisme matérialiste, le ventre des philosophes. Oui, je pense que c'est exactement ça. Miltiade le sophiste, et Apollinaire d'Hiérapolis. Les télévisions, enfin les journalistes sont très friands d'aller interroger des gens à la sortie de son université populaire et qui disent « Ah là là, quand on ressort de là, j'ai vraiment l'impression d'avoir appris quelque chose. » Et ce qui est intéressant, c'est le terme impression. Donc il y a effectivement des gens qui, à la Libération, ont quand même des choses à se reprocher. Et on réécrit une histoire. Et là, c'est un peu à cause du général de Gaulle, qui lui dit, il faut réunir tout le monde. Si on commence à chercher des poux dans la tête de tout le monde, on va pas y arriver. Il y aura pas un magistrat, pas un éditeur, pas un écrivain, pas un journaliste, pas un policier, pas un gendarme, pas etc. Il a raison. L'épuration a démoli quand même. Hein. Alors, lui dit, on réunit tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs... C'était après l'épuration, Michel. Il y a quand même eu 100 000 morts. Hein. Oh, ça a cassé. Hein. Oui, non, je dis simplement que quand il faut refaire la France. Ah, après, donc c'est ça ce que je dis, après l'épuration. Après l'épuration. Parce que là aussi, il a une méthode, il est très très malin, Onfray, parce que c'est pour ça que quand on commence à dire, comme vous l'avez présenté, on va essayer de le critiquer, de le blâmer, là on est aussi tous d'accord, mais là Rémi a bien répondu, tout ce qu'on pourra dire sera toujours inutile en fait par rapport à son succès. Parce que il agit en effet comme un sorcier,
Et il y a une double méthode que Lélian explique vraiment très bien. C'est d'un côté, en effet, il y a l'érudition, le secret, les auteurs que personne ne connaît. Alors là, évidemment, on y croit, on est obligé de croire. Comme lui d'ailleurs dit, je crois. Et ben à un moment donné, le côté pic de la mirandole de supermarché, quand même, a un côté un peu exactement. Mais en même impressionnant. temps, il est très très malin parce que il lui arrive de vendre la mèche, de faire semblant en tout cas de vendre ses formules. Et alors là, je vais simplement lire, parce que c'est un passage que j'aime beaucoup dans le livre de Rémy. C'est quand, à un moment donné, il dit... donc voilà que c'est un mage qui cache ses opérations, etc. Mais alors donc je lis. Mais un mage, s'il veut renforcer son pouvoir et éviter ainsi qu'on le lui vole, doit savoir céder pour mieux régner en troquant la magie pour une prétendue scientificité. Aussi, parfois il donne sa recette, explique les doses, le temps de cuisson et les divinités primordiales qu'il aura invoquées à tel moment crucial, Ancoli, Sigu, un zeste de mandragore, Datura, ajouté après ébullition, puis feu doux à nouveau, enfin prière à Toutatis. Et ça, je crois qu'il y a, c'est le côté Harry Potter de Michel Onfray, et je précise que je suis un grand admirateur d'Harry Potter, qui au moins, en effet, c'est une littérature qui se vend comme telle. Tandis que Onfray, d'ailleurs, vous pourrez écrire des romans, en fait, peut-être c'est sa vocation cachée, au lieu d'écrire des livres de sciences humaines, puisque la philosophie c'est considéré comme une science humaine. Donc voilà, oui, pour vous répondre, Onfray, c'est quelqu'un qui fait des tours de magie, mais qui quelquefois dit à son lecteur, voilà, et c'est comme ça que je procède. Et là, alors là, on se sent totalement initié, parce que je reviens toujours à mon idée, il y a un aspect sectaire au sens du gourou, du chamam et du totem. Enfin, il le fait aussi au moment des 46, avant l'épuration. Le 46, c'est 44-45, Michel. Non, mais oui. 46, il n'y a plus grand-chose. On commence à vider les prisons et les autres, ils sont sauvés, quoi. Ceux qui ne sont pas morts en 44-45, il y a rarement des exécutions en 47, c'est ça que je veux dire. Honnêtement. Parce que justement, ils profitent du vide. Parce que De Gaulle n'arrive plus à maîtriser. Mais après, il maîtrise, justement. Bon, bref. Quel est votre... Il a eu encore besoin de l'URSS et des communistes. Donc si vous voulez, il y a des enjeux stratégiques. Si vous vous tutoyez-vous. Hein, si vous voulez, il y a des enjeux stratégiques qui explique ce comportement. Le même travail de sélection est sur l'héritage proudhonien, parce que Proudhon a laissé des phrases absolument terribles, disant qu'il fallait brûler tous les juifs et qu'il fallait les exterminer. Phrases prophétiques aussi, dans son genre. Mais je vous attaquerai pas là-dessus, évidemment. Ici, la chose est faite, donc je... Non, c'est pas vous que je traite de... mais vous avez bien compris, hein. Non, mais vous utilisez les arguments du politiquement correct qui, dans une œuvre... Mais c'est la complète. vérité. Moi, j'ai l'œuvre complète chez moi. C'est la vérité. Ça se trouve dans les carnets, et ce sont... Oui, mais attendez. C'est écrit quand même. J'ai pas dit qu'il n'était pas antisémite. Hein. Ben non, à l'époque, il était de gauche, l'antisémitisme. Il repart toujours de la gauche, l'antisémitisme. Tous les socialistes l'étaient. Tous les socialistes l'étaient. Marx l'est, Fourier l'était aussi. J'avance. Et alors sur... Sur cet antisémitisme, parce que vous allez me parler de sa misogynie. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais ça s'y trouve. Oui, absolument. Mais il y a un carnet, il y a des carnets, c'est monumental, et ça se trouve, ce sont des notes au quotidien. Alors évidemment, on peut être redevable d'une saloperie écrite un jour dans son carnet. Encore une fois, c'était simplement pour vous dire, il faut faire un travail d'inventaire. Mais le proudhonisme n'est pas un antisémitisme. Je suis d'accord. Il y a une considération antisémite chez Proudhon dans ses carnets. Est-ce que c'est suffisant pour invalider la thèse de l'autogestion ? Vous regrettez le sort qu'Onfray fait à un dialogue entre un juif et un chrétien, Filion, si je ne m'abuse. Alors c'est le dialogue entre Justin de Naplouse, qu'on appelle aussi Justin de Rome, parce qu'il a été martyrisé à Rome dans les années 160. Et c'est un dialogue de cet auteur chrétien avec un maître juif qui s'appelle Tryphon, comme le prénom du professeur Tournesol, pour ceux qui connaissent leur classique. Donc ce dialogue avec Tryphon de Justin, c'est soit un dialogue fictif, soit un dialogue réel. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est un ouvrage qui est donné dans Décadence comme un ouvrage, au fond, antisémite, d'une certaine façon, alors que c'est un ouvrage de dialogue extrêmement cordial entre juifs et chrétiens, et qui se termine sur une stabilité de la position de chacun. Le juif reste juif, le chrétien reste chrétien. Simplement, ils se quittent avec la joie d'avoir dialogué en disant qu'ils doivent se considérer comme des amis et qu'ils reprendront le dialogue. Alors, il y a une facilité qui est de dire, comme le dit Michel Onfray, mais il n'est pas le seul, de dire, ben voilà, les juifs restent juifs, voilà, c'est donc une manière de souligner leur entêtement. Mais c'est pas du tout cela, c'est pas du tout caricatural. Alors, j'invite simplement, parce que c'est une lecture tellement rapide à faire, à prendre, par exemple, dans le volume Premiers écrits chrétiens de la Pléiade, le dialogue avec
Frédéric Trifon et lire la dernière page. Rien que la dernière page nous met en face d'une cordialité réelle entre un maître juif et ses élèves et de l'autre côté un maître chrétien. Et des gens qui prient les uns pour les autres et qui se souhaitent de très bonnes choses les uns aux autres. Donc ce dialogue là au second siècle a existé et cette réussite du dialogue entre dans le livre Décadence dans cette généralité insoutenable d'un antisémitisme chrétien qui est exactement le même de Saint Paul jusqu'au triste moustachu qui prend le pouvoir en Allemagne en janvier 1933. Et il y a une continuité absolue. C'est le même antisémitisme depuis Saint Paul jusqu'à la Shoah. Deux choses. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec le portrait que vous avez fait de la magnifique récupération des Gilets jaunes par l'extrême gauche et par les Black Blocs. Je crois ici avoir, au fur et à mesure des semaines, fait exactement la même analyse. C'est en gros les Gilets jaunes. Droite, et ajoutons Macron et Castaner. Et, oui, absolument. Mais je dis ça aussi, on est tout à fait d'accord. Les Républicains, tout le monde. J'ai dit ça, tout à fait. Et en gros, les Gilets jaunes sont devenus, si on veut parler en grosse masse, des électeurs du Front National encadrés par des cadres des Insoumis. C'est ça qui a tué le mouvement. Maintenant, vous voyez, pour en revenir à notre discussion de tout à l'heure sur le proudhonisme et l'autogestion, c'est ça. Voilà, ça donne ça. Ça donne ça, votre proudhonisme autogestionnaire. Ouais. Et quand il n'y a pas de verticalité, bah, ça donne ça. C'est que les gens qui font de la verticalité, ils récupèrent votre horizontalité. Et c'est pour ça que depuis 150 ans, ils perdent toujours. C'est ça que j'essayais de vous dire tout à l'heure. C'est la preuve par neuf, les Gilets jaunes. Mais je ne peux que vous donner raison. Je ne peux que vous donner raison parce que même je suis ça de très près, avec plein de gens qui m'informent aussi, et je vois bien comment toutes les tentatives de fédération ne fonctionnent pas. Que Onfray, si je veux dire, construit son vide. Par exemple, c'est page 77, la gauche idéologique et irresponsable à laquelle appartient Onfray peut à bon droit se moquer du passé puisque son passé à elle n'a jamais eu lieu, prétend-elle, celui-ci n'étant que l'endroit d'une domination qu'elle entend refuser aujourd'hui. Et en plus, donc en cela, on ferait de gauche. Mais il surmonte la gauche dans le sens où le futur, il n'en veut pas non plus en porter la responsabilité, où il désire jouir du luxe d'avoir raison et tort en même temps, sans accepter que quiconque lui reproche cela, ni ne l'oblige à admettre une ligne dont on puisse lui porter crédit. Donc c'est admirable la manière dont Onfray invente une espèce de lieu inexistant, où il est ni en haut ni en bas, ni à droite ni à gauche, où il a toujours raison, parce que de toute façon, il se situe toujours ailleurs. Donc véritablement dans un espace totalement blanc. On est dans l'espace au sens vulgaire du terme, de la sophistique. C'est-à-dire que le principe de la rhétorique, quand elle est sophistique, dans le sens que Platon donne à ce terme, c'est-à-dire un sens péjoratif, le but c'est comment gagner en donnant l'illusion d'avoir dit quelque chose, d'avoir gagné selon les règles. Donc il y a un moyen très simple, c'est de ne respecter aucune règle. Et pour ne respecter aucune règle, on a le choix entre tricher, ce qui peut se voir, ou décider d'inventer des règles au fur et à mesure qu'on est en train de parler. C'est-à-dire qu'Onfray fait une chose très simple, c'est-à-dire qu'il décrète des règles, il oblige son interlocuteur à respecter ces règles, et quand lui répond, il décide de ne plus respecter aucune de ces règles. Et il renvoie constamment l'interlocuteur à son honnêteté. C'est-à-dire que l'interlocuteur, lui, essaye de se débattre tant bien que mal dans les codes et les règles préétablis, alors qu'Onfray n'en respecte aucun. Donc, du coup, ça lui donne une force phénoménale, et il peut effectivement à la fois dire « le passé, ça n'est pas moi », mais le futur, ce sera vous. Tout en se présentant comme une alternative. À partir de ce moment-là, si on a quelqu'un avec qui on discute, qui vous dit qu'il ne veut porter la responsabilité de rien et que vous porterez la responsabilité de tout, on n'a pas 36 000 solutions. Soit on refuse la discussion, ce qu'en général il faut faire, soit on essaye tant bien que mal de discuter et à la fin on a perdu. Non, mais parce que c'est fondamental, Eric, pardonnez-moi. Hein. Tout est fondamental. Oui, vous êtes... Tout ce que tu dis est fondamental. Alors, c'est vrai. Moi, c'est ma boussole, tout ce que tu dis. Mais je voudrais qu'on avance un peu dans le temps. Vas-y. C'est après qui s'appelle Nietzsche et qui dit mais moi j'appuie sur le... Oui, moi j'appuie. Et boum. Et d'ailleurs, ça fait des gros dégâts derrière. Alors, je veux défendre Nietzsche dans cette aventure, parce que lui, il fait exploser un monde en disant ce monde ne tient pas. Le problème, c'est qu'après l'explosion du monde, c'est un peu ce qu'on peut reprocher à mai 68 aussi, c'est de dire mais que n'avez-vous fait un monde alternatif ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, Nietzsche propose un monde alternatif. On a mal compris Nietzsche, le surhomme, c'est pas du tout la bête brute nazie, etc. Et là, on a fait dire ça à Nietzsche, et certains le pensent encore aujourd'hui, c'est sa sœur qui était antisémite, qui était l'amie de Mussolini, qui a rencontré... C'est vrai, je tamponne, c'est vrai. Oui. Que la manière dont Onfray a d'asseoir son faux savoir, c'est une rhétorique assez puissante qui consiste à accumuler des épithètes défavorables, comme si cette accumulation avait source de preuves.
Rémi Lélian, dans son livre, souligne à quel point le philosophe Onfray, enfin le pseudo-philosophe Onfray, emploie très très souvent la formule « je crois ». Je crois que, je pense que, autrement dit, il ne prouve rien, il n'affirme rien, et il n'étaye rien. Il se contente de dire, comme si l'abondance des mots, je vous cite Jean-Marie Salametto, soutenue par la fermeté du ton, acquérait une force incantatoire plus efficace qu'une argumentation rationnelle. Oui, il y a une accumulation verbale qui a une très grande force. En fait, il y a quelque chose de fluvial dans cette prose, me semble-t-il, dans Décadence. Beaucoup d'accumulation verbale qui sont souvent faites de termes difficiles. Donc, par exemple, de dénominations de courants théologiques, de noms d'auteurs que très peu de gens connaissent. Et de la sorte, le lecteur est en quelque sorte submergé et il ne peut éviter d'être submergé au fond qu'en ricanant avec l'auteur, c'est-à-dire en considérant les noms comme la preuve de réalité ridicule. Je vous ai interrompu. Est-ce qu'on peut utiliser Kant ou Nietzsche ou Michel Onfray Chercher la truc. Oui, non. Mais pour essayer d'expliquer aux imbéciles qu'en fait, rien ne sert de vouloir prouver à toute force et dans la violence et dans la haine et dans une énergie négative. Je pense évidemment aux islamismes, ME, TE, je pense à la violence qu'on a eue dans les croisades avec les chrétiens, je pense à toutes les violences liées à Dieu, qu'on n'a pas besoin de la violence pour montrer que Dieu existe, on n'a pas besoin de cette violence. J'aurais à dire aux gens qui sont des islamistes, prenons votre texte et faisons une lecture ensemble. Que dit véritablement votre texte? Et pour le coup, contextualiser. Ça ne se fait plus. On ne fait plus d'histoire, on ne fait plus de contexte. Depuis le structuralisme, le texte tombe du ciel. On a l'air fin maintenant quand on estime qu'effectivement l'auteur n'existe pas, qu'il y a des scripteurs, que finalement c'est le lecteur qui fait la loi dans un texte. Mais non, dans un texte, c'est le texte qui fait la loi. Ça n'interdit pas le lecteur. Vous le savez très bien, vous êtes père formidable. Et donc, on doit même juste dire, mais lisons, traduisons, pensons ensemble. Moi, je ne dirais pas à des intégristes, vous êtes des crétins, vous avez dit le mot imbécile, je ne dirais pas ça non plus. Je dirais juste, mais et si on lisait votre livre ensemble? Alors, j'essayais déjà, avec des gens qui me disent, oui, mais vous parlez l'arabe, je dis non. Et je dis, mais vous... Non, mais de toute façon, c'est toujours après les traductions. Mais oui, mais on dit, voilà. mes traductions, c'est des traductions sionistes, enfin, c'est des traductions absolument. faites par... On nie une vérité qui... Absolument, le dialogue est refusé parce que tout ce qui met l'existence de Dieu et son commandement en question est balayé. Citer un petit extrait d'une conférence de Michel Onfray sur Freud où le personnage révèle toute sa gentillesse, toute sa bonhomie et d'une manière générale révèle véritablement sa méthode. Donc Onfray parle à des gens de Freud. Il est interviewé par Franz-Olivier Gisbert, donc on sent déjà une espèce d'académie de l'esprit, et il parle du fait qu'il ne méprise pas les gens. Si on ne méprise pas son public, et je pense que c'est mon cas, parce que je suis fils d'ouvrier agricole et de femme de ménage, et moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens, j'aime les gens, je n'ai pas envie d'être apprécié par les agrégés de philosophie ou les docteurs en philosophie, vous nous excuserez Jean-Marie. Je suis très heureux quand quelqu'un me dit « Je suis venu en avion tout à l'heure par exemple, et une hôtesse de l'air est venue me dire des choses très gentilles, en me disant qu'elle écoutait mes cours en voiture. Elle était jolie en plus, en fait non, même pas. » Mais bon, pour moi, ça, c'est le vrai bonheur. Donc voilà, Michel Onfray, la fabrique de Michel Onfray, c'est sa capacité à expliquer qu'il parle au peuple tout en méprisant le peuple. C'est sa capacité à être hédoniste tout en moquant la laideur des autres. C'est sa capacité à fabriquer un mensonge en direct et à le dénoncer en même temps qu'il l'a fabriqué et à être à chaque fois intouchable et à considérer qu'il peut dire en fait rigoureusement n'importe quoi. Vous parlez de la théorie du genre, vous parlez, alors ça me fait penser à l'écologie, ça me fait penser à l'hystérie du monde dans lequel on vit. Ça me fait penser à cette jeune femme qui s'appelle Greta Thunberg, ça me fait penser à Yann Moix, ça me fait penser à Tariq Ramadan, à cette hystérie qui est autour soudain de personnages qui deviennent emblématiques, et soudain on a le sentiment que ce ne sont plus des idées qu'on défend, par exemple l'écologie, effectivement, qu'il faut trouver un système pour que la planète aille mieux, mais qu'on est pour ou contre Greta, qu'on est pour ou contre Yann Moix parce qu'il a été antisémite, qui ne l'est plus. Pour des coups au Ramadan parce est-ce qu'il a violé, est-ce qu'il n'a pas violé, est-ce que on n'est pas en train de perdre la boule? Si. Il y a deux concepts de Nietzsche qui sont extrêmement intéressants pour comprendre ce qui se passe. Il y a un concept qui est celui de la moraline. C'est quelque chose qu'il invente, on voit bien, c'est fabriqué sur la caféine, la nicotine, enfin, c'est une substance toxique. Ouais. C'est la morale des gens sans morale, d'une certaine manière, la moraline. C'est notre époque. Elle est infestée de moraline. C'est pour ou contre.
Je dis souvent, c'est ça ou c'est ça, c'est je like ou je nique. Et donc, Yann Moix, vous aimez ou n'aimez pas. Toc, toc. Mais c'est incroyable. Mais c'est terrible. Et moi, j'ai fait un texte, par exemple, non pas pour défendre Yann Moix, sur ma web TV, j'ai une web TV, où je pose la question de la généalogie. Donc, pas la moraline, mais la généalogie. Autre concept de Nietzsche. L'autre concept de Nietzsche, c'est de dire d'où ça vient, comment ça marche. Comment ça fonctionne? En mai 68, on disait de quoi Yann Moix est-il le nom? Il y a encore que quelques temps, c'était Alain Badiou qui utilisait cette formule. C'était une vieille formule de 68 art, moi je ne l'utilise pas. Mais c'est la question de la généalogie. Moi je dis, mais Yann Moix, qui est-il? Et comment d'ailleurs peut-on être antisémite? Comment peut-on être négationniste? Quand on est un gamin génial, comme il l'est, il raconte dans Orléans, son roman, moi je l'ai lu, qu'il doit être le plus jeune abonné à la revue des Amis de Peggy quand il a 14 ou 15 ans. On ne peut pas d'un côté revendiquer une intelligence exceptionnelle et une lecture de Peggy quand on a 14 ans, et à 21 ans, faire des textes négationnistes, révisionnistes, antisémites. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un? C'est la seule question que je me suis permis de poser. Je n'ai pas dit il a raison. Je dis comment peut-on être antisémite? Je parle de la question du ressentiment en disant c'est la force des impuissants, c'est la grandeur des petits, c'est le génie des nuls. D'aller chercher chez le peuple juif de quoi pouvoir dire responsable de tout, coupable de tout, etc. On a perdu 100 abonnés à ma web TV d'un seul coup pour ce simple texte. Ah oui. Où je disais, alors que je disais pas il a raison. Je disais pas BHL a raison, ou je sais pas quoi. D'un seul coup, ça a été, oui, c'est ça, ça fait des années qu'il nous ment, il est du côté de BHL, etc. Je dis, le problème, il n'est pas là. Est-ce qu'on a le droit de sortir de cette hystérie de la moraline d'aujourd'hui pour faire le travail du philosophe, qui est le travail de généalogie, en disant, peut-on essayer de comprendre d'où ça vient, puis après on jugera. Rien n'interdit après qu'en laissant de côté la moraline, en faisant de la généalogie, on puisse juger, en disant, je sais pas quoi, je pardonne, je défends, j'excuse. Oui, on comprend, on essaie de comprendre. Voilà. Non, oui, vous avez raison, l'un des signes de l'hystérie de notre époque, c'est la disparition de toute généalogie, de tout souci généalogique, et le fait qu'on puisse se contenter de la moraline en disant vous avez raison, tous les noms que vous avez rapprochés. Une chose qui est intéressante, c'est qu'en fait on en sait moins sur Onfray une fois qu'on en a lu 50 que quand on en a lu 2. Parce que les livres s'annihilent les uns les autres. On n'arrive plus à les différencier, surtout que je les ai lus sur une période relativement courte. C'est une espèce de bouillie avec des choses qui reviennent, qui changent, qui se contredisent. Et il y a vraiment un effet lavage de cerveau. Et je comprends d'une certaine manière que des gens qui n'ont pas... moi, je remercierais toujours le fait d'avoir... J'ai pas fait des grandes études universitaires, mais j'ai une petite formation universitaire. Ça me permet, quand on a une formation universitaire, de repérer quand même, voilà, c'est l'absence de bibliographie, par exemple. L'absence dans une bibliographie quand il cite, c'est prégnant dans le traité de la théologie, il va citer un historien qui va dans le sens de sa thèse, mais il faut citer aussi les autres. Donc ça, on le voit tout de suite. Mais quand on n'a pas cette culture-là, quand on n'a pas été dressé de cette manière, si j'ose dire, bah oui, on se retrouve dans un espèce de magma dans lequel on surnage et dans lequel on se noie, mais qui a ça de très pervers que parfois on a l'impression vraiment de comprendre. Donc du coup, on est dans un espèce d'ambigu. C'est pas Kant. Kant, on ouvre Kant, on comprend rien du début à la fin. Donc on sait qu'il va falloir qu'on y passe 3 mois sur 3 pages pour essayer de comprendre. On a le truc, on se dit j'ai rien compris, mais ça je l'ai compris. Du coup, le fait qu'on ait compris une chose, on se dit c'est intéressant. J'ai pu comprendre, c'est valorisant, mais en même temps, il y a plein de choses que j'ai pas compris, donc ça veut dire que c'est dur quand même. Donc, du coup, il y a cette espèce de truc qui, moi, à mon sens, il me paraît à ce niveau-là indestructible. C'est-à-dire que j'ai aucun espoir d'imaginer que tout d'un coup, les lecteurs d'Onfray vont se dire c'est vrai que c'est n'importe quoi. L'économie de son œuvre me paraît parfaitement étanche à toute possibilité de destruction. On peut dire que proprement, comme disait Pierre Comrie tout à l'heure, que c'est de la cosmétique qu'il beurre la réalité du voile de sa propre ignorance à lui. Ben, c'est beaucoup plus qu'une ignorance encore. Je crois que c'est une volonté extrêmement forte d'amalgame, avec une capacité à mettre tout dans le même sac. Par exemple, c'est quand même un tour de passe-passe extraordinaire que de parvenir à citer une page de Mein Kampf en commençant par un catholique allemand du XXe siècle a écrit. Et une fois que le lecteur a lu les quelques lignes, on lui apprend que c'est dans Mein Kampf. Et donc, ce qu'on retient, c'est Saint-Paul, Adolf Hitler, même combat ou même Kampf. Hein. C'est l'amalgame dans sa version la plus radicale. Après, est-ce qu'il peut faire du mal aux gens ? J'ai une anecdote qui illustre bien la dangerosité d'Onfray sur son public. À l'époque, c'est à nouveau le programme de la Greg, mais quand je tentais vainement de passer la Greg, il y avait les stoïciens. Et je vais acheter le volume dans la collection Tel des stoïciens, et il y avait une pauvre dame qui ramenait le volume en disant « J'ai acheté le volume parce que j'ai écouté les cours de Michel Onfray, et j'ai lu les stoïciens,
et enfin j'ai commencé à ouvrir et c'est pas du tout ce qu'il racontait. Effectivement, la pauvre dame, elle s'est retrouvée face à Chrysippe, donc elle comprenait rien. C'est-à-dire que Zénon d'Élée, etc., elle était complètement paumée. Et ça illustrait la manière dont Onfray permet aux gens d'accéder à la philosophie, quoi. C'est-à-dire que après lui, ils vont pas lire les stoïciens, effectivement, quoi. Jamais je ne donne mon avis, mais ravi j'entends votre dépit. N'imagine pas penser mon ami, car ça aussi ça a un prix. Radicalité remplacée par compétitivité et mollesse. Vérifié, certifié par un mensonge, un sein, une fesse. Il ne faut plus comprendre l'autre devant notre misère à la vôtre. Penser le printemps quand c'est l'hiver, ça me met bien la tête à l'envers. Nous sommes en dictature du consensuel. Paraître beau c'est dur, sans être cruel. Nous sommes en dictature du consensuel. Paraître cruel c'est sûr, ça te rend pas plus